Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 janvier et pour commencer le journal du jour, je vais faire mon habituel forcing sur Ryan Cherki, mais que voulez-vous, le français est exceptionnel, le français a un incroyable talent et même quand il n'est pas titulaire, il arrive à se mettre dans des conditions qui font que parler de lui est une évidence. Au-delà du match de Manchester City, nous resterons en Première Ligue pour parler du nouvel entraîneur de Manchester United. Nous parlerons également du carton de l'Olympique de Marseille qui est assez difficile à commenter étant donné que c'était évidemment un match ô combien déséquilibré, de l'avenir de Fabian Ruiz et d'autres sujets que j'ai oubliés au moment de vous faire le sommaire. Actuellement j'ai un trou de mémoire mais vous inquiétez pas, dans quelques minutes ça va me revenir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Cherki a refait sa magie sur un beau débordement et un centre d'Aït Nouri. Le Français a marqué un sublime but en une touche de balle, de quoi permettre à Manchester City d'asseoir sa domination lors du match face à Newcastle. C'était en Cup et les Citizens l'ont emporté 2-0. Voici les compositions et intégration réussie pour Semenyo, qui a fraîchement été acheté 72 millions d'euros en provenance de Bournemouth, et on peut dire qu'il a été efficace puisqu'il a tiré une fois, si ma mémoire est bonne, au cours de la rencontre et il a marqué. Franchement c'est bien parce que tu te dis qu'un gros transfert comme ça au cours d'un mercato hivernal dans un contexte de Manchester City où Pep Guardiola se plaint un petit peu de ses joueurs, de ses absents, et on voit qu'en défense centrale il a dû bricoler, il y a eu des jeunes même si c'est des mecs du métier, c'est pas forcément évident de faire ses débuts et ici c'est réussi pour l'ancien de Bournemouth. Mais il faut le dire, Ryan Cherki n'était pas titulaire, évidemment, il a été rentrant, il a fait sa magie, et sinon, qu'est-ce que je vais retenir ? Je vais retenir un Bernardo Silva qui me laisse un peu sceptique de temps en temps, mais qui là a fait un bon match, et puis surtout, le gardien remplaçant de Manchester City, à savoir Trafford, a fait une très belle prestation. Ce qui fait qu'en face, du côté de Newcastle, même si Gordon a mis le feu de temps en temps et a fait un match efficace, même si Bruno Guimaraes a toujours cette capacité à aider un petit peu son équipe à sortir la tête de l'eau lorsque c'est compliqué, ça n'a tout simplement pas suffi. Si on regarde les statistiques de la rencontre, il y a une très légère possession du côté de Manchester City, mais c'est tout de même assez équilibré en termes de grosses occasions, de buts attendus, de tirs. Alors on voit que City a quand même été inquiété, je le redis, ils ont dû faire tourner un petit peu au niveau de la défense parce qu'il y a beaucoup d'absents, mais en tout cas le job est fait. Ça va être délicat de vous débriefer le match entre Bayeux et Marseille tant ça a été un massacre. Honnêtement, j'ai pas d'autres mots. Parfois on dit que c'est important de respecter l'adversaire. Ici, tu l'as bien respecté en jouant jusqu'au bout. Alors il y a beaucoup d'articles polémiques sur le fait que l'entraîneur de Bayeux avait mis un petit tacle à Roberto De Zerbi et que ça lui retombe un peu dessus. J'aimerais préciser plusieurs choses à ce propos. Déjà, ils n'ont pas la même équipe, donc forcément c'est difficile d'évaluer la compétence des techniciens. Ensuite, l'entraîneur de Bayeux a effectivement été un petit peu critique envers Roberto De Zerbi, mais honnêtement c'était extrêmement respectueux. Il parlait comme parlent beaucoup de supporters de Marseille de leur entraîneur lorsqu'ils sont pas toujours pleinement convaincus, et justement supporter de l'OM, le coach de Bayeux l'est. Autant vous dire qu'il n'y avait pas forcément de la malveillance dans ses propos, et j'aimerais que ça arrête de lui tomber un petit peu dessus. Si on regarde les compositions pour ce 9-0 du coup, Greenwood s'est fait plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était un buffet à volonté. Cette saison, il en est à 19 buts et 6 passes décisives en 25 matchs, c'est absolument énorme, et on peut dire que ce genre de rencontre, pour un attaquant qui veut soigner ses statistiques, c'est un petit peu un cadeau divin. Angel Gomez avait une belle occasion de se relancer de son côté, lui qui est annoncé comme étant un élément que l'OM voudrait céder à la première occasion. C'est mitigé puisqu'il sort sur blessure, mais de manière générale pour les Olympiens, je me dis que c'est un match qui donne de la confiance gratuite. Par exemple, Gouiri qui fait son retour, il arrive à marquer 2 buts, il claque une passe décisive, forcément c'est une très belle soirée pour lui. Mais sinon, sur le match de manière générale, évidemment, face à la différence de niveau, il n'y a pas de grande analyse à sortir. Les statistiques vous montrent un OM qui a privé son adversaire de ballon, 77% de possession, 24 tirs à 5, 5,38 buts attendus à 0,32. Je le redis, tu as respecté l'adversaire comme le veut la formule, mais alors se faire respecter de cette façon, tu ressors quand même avec les fesses et les joues un peu rouges.
Non mais lâchez ça du côté du journal L'Équipe, un article pour nous expliquer que Paul Pogba voit ses chances de participer à la Coupe du Monde s'amenuiser. Mais soyons sérieux à un moment, c'est pas rendre service aux joueurs que de dire ça. Évidemment ses chances ça s'amenuise, mais les attentes il faut les placer à un niveau réaliste, sinon ça va créer de la déception autour d'un joueur qui a rien demandé et qui honnêtement ne devrait sincèrement tout simplement pas viser ça. Alors ce que nous rappelle l'article, c'est que la blessure de Pogba c'est déjà sa 3e de la saison et j'aimerais rappeler un truc que beaucoup d'observateurs semblent avoir oublié, c'est que certes Pogba a été suspendu pour dopage durant 18 mois, c'est donc un retour après une longue absence, mais même avant ça, tout n'allait pas bien pour Paul Pogba. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'il s'est dopé si c'est réellement le cas, mais on sait pas, peut-être que c'est pas le cas, c'est parce que c'est un mec qui essayait de revenir d'une succession de blessures absolument énorme. Pogba il joue plus au foot depuis déjà une éternité de manière régulière. La dernière saison pleine de Paul Pogba a date d'une époque où Kylian Mbappé il était encore dans sa chambre avec des posters de Cristiano Ronaldo. Si on regarde ses jours d'absence, finalement quand on met à part ces récentes saisons où il était suspendu, t'as des tonnes de jours d'absence. On dirait une pub de prévention contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Évidemment à bientôt 33 ans, Pogba c'est pas après 18 mois sans compétition qu'il allait revenir comme par magie. Alors qu'on soit clair, je suis le premier à espérer un retour de Pogba. C'est un joueur qui m'a fait rêver, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui quand il est en forme te fait payer ton billet au stade, te donne envie d'allumer ta télévision. Mais à un moment il faut remettre l'église au milieu du village comme on dit, les attentes à un endroit légitime. Pogba il a joué 30 minutes cette saison. S'il fait une dizaine de matchs, ce sera très bien. La saison prochaine, s'il en fait une vingtaine, ce sera très bien. Mais je parle pas de 20 matchs où il va redevenir le meilleur milieu de terrain du monde. Je parle juste d'un mec qui va à nouveau pratiquer son métier, va à nouveau prendre du plaisir sur le terrain qu'il va occuper et il n'y a pas plus de choses que ça à attendre. C'est un peu triste peut-être, mais franchement, attendez pas plus avec Pogba, arrêtez ces articles. Les anciens de Manchester United ont pour habitude de défoncer le coach qui est sur le banc des Red Devils. Eh bien, je suis curieux de voir ce que ça va donner désormais, puisque c'est un ancien qui est sur le banc, Michael Carrick, c'est lui qui prend la suite de Ruben Amorim. Et j'ai envie de lui souhaiter bonne chance. Ça a été officialisé par le club mancunien et on rappelle que Ruben Amorim a été limogé récemment après un passage qui est synonyme de déception, une de plus parce qu'on peut dire qu'il y a eu une succession de coachs du côté des Red Devils, mais il y a surtout une succession de contre-résultats. Alors Michael Carrick, vous le connaissez bien évidemment, il est souvent décrit comme un enfant de Manchester United, mais il a été formé du côté de West Ham. Il n'empêche qu'avec 12 années passées à United, 464 matchs, on comprend son attachement et on comprend l'attachement des supporters pour lui. Et côté CV d'entraîneur, il a eu une grosse expérience du côté de Middlesbrough, mais il a été licencié cet été et c'est un club de Championship, donc finalement la marche Premier League va être grande, surtout que tu rentres pas dans n'importe quel club, tu rentres à Manchester United, un club où tu as de grandes attentes, un club où tu as un grand challenge, un club où la pression est absolument monumentale. Alors moi je l'ai pas vu évoluer en Championship, mais j'ai lu pas mal de choses sur sa manière de fonctionner et ce qu'a l'air de ressortir de manière assez unanime, c'est que c'est un entraîneur qui peut s'adapter au cours des rencontres, n'est pas forcément un grand dogmatique à l'exception d'une chose, il aime construire par la base, ressortir le ballon proprement et derrière déployer son jeu de cette façon. Il est décrit également comme très calme au cours des rencontres et comme étant un bon pédagogue pour transmettre les consignes tactiques à ses joueurs. Alors on verra ce que ça donne du côté de Manchester United, une chose est sûre, même s'il y a une cote de sympathie et il commence avec ça, c'est un bel avantage, ça reste un grand pari. Après, vu la situation de United, un pari ou un autre, j'ai envie de te dire, au moins il y a une cote d'affect au départ, c'est déjà ça. Fabian Ruiz va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029, c'était honnêtement plutôt attendu, même s'il y avait des rumeurs qui le liaient du côté de la Turquie, je pense qu'on peut dire que c'est une prolongation qui est amplement méritée pour le milieu de terrain espagnol qui a fait une saison passée absolument monumentale. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le rétroviseur, le transfert de Fabian Ruiz pour le Paris Saint-Germain, c'était une opération qui était hyper intéressante, ça s'est fait au cours de l'été 2022, il est venu en provenance du Napoli pour 22 millions d'euros, le mec a longtemps été pris en grippe par les supporters
supporters, mais il y a un truc qui ne trompe pas, il a toujours été titularisé par ses entraîneurs, ça montre qu'il y a quand même quelque chose en lui. La saison passée a été évidemment la saison de l'explosion pour Fabian Ruiz, il a été un membre indispensable du trio du milieu de terrain avec Vitinha et João Neves, et ça justifie sa prolongation, je le redis, parce que c'est un joueur qui fait partie des indispensables du côté du Paris Saint-Germain. Alors moi, mon interrogation vient de sa forme actuelle à Fabian Ruiz. Alors je vais pas tirer la sonnette d'alarme de façon excessive, mais disons-le clairement, sur ce début de saison 2025-2026, le milieu espagnol n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on a vu la saison passée. Des méformes temporaires, ça arrive, le joueur va avoir 30 ans, à voir à quel point il va réussir à rebondir rapidement. Ce que j'apprécie au niveau de la gestion de ce dossier, c'est que le Paris Saint-Germain s'est pas emballé, malgré le fait que ça a été un membre indispensable du titre de champion d'Europe. La prolongation, elle est de 2 années, et en fait 2 ans, c'est une prolongation qui reste mesurée. 2029, ça te laisse espérer un Fabian Ruiz que tu peux revendre si tu en as envie, qui peut rester jusqu'à un moment où sa forme risque de décliner. Donc c'est un choix plutôt malin, c'est une collaboration qui se poursuit et qui fait plutôt sens. Désormais, le PSG va pouvoir se concentrer sur des dossiers peut-être un peu plus sensibles. Terminé pour le journal du jour, je suis très content de voir que la vidéo d'hier vous a plu. Alors pas forcément la vidéo, mais surtout la vignette avec l'hommage à Orelsan, ça m'a fait beaucoup rire de faire ça quand c'est remarqué, c'est évidemment apprécié. Pour cet après-midi, je vous laisse un petit suspense. Alors, il y a un autre truc qui avait été beaucoup apprécié, c'était la vidéo sur les chutes de valeur. Il y en a une que j'aimerais faire logiquement pour prolonger le format, qui est les joueurs qui ont eu leur valeur qui a explosé. Toujours avec le même angle d'attaque. C'est une vidéo qui, à mon avis, intéressera un peu moins, parce qu'on aime le sang, on aime les larmes, on aime le drama, et les bonnes histoires, ça fait moins vendre. Donc qu'est-ce que ce sera cet après-midi? J'en suis vraiment pas sûr, à voir selon l'actualité, mais en tout cas, vous savez désormais qu'il y a ça dans ma tête, et que c'est un format que vous reverrez tôt ou tard. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut!